Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de géorisques, de risques qui concernent les territoires, risques majeurs, risques naturels, risques technologiques. Et puis on fera un focus sur un sujet qui monte en ce moment, qui est un peu compliqué, avec Sébastien Gourdier du BRGM, autour du retrait-gonflement des argiles. Voilà. Donc une première partie sur l'ensemble des risques, qu'ils soient naturels ou technologiques, miniers, et puis un focus particulièrement sur le risque retrait-gonflement des argiles. Je me présente déjà, donc Nicolas Bonin, je fais partie du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. J'appartiens plus précisément à la Direction générale de la prévention des risques et je suis le chef de produit de Géorisque. Thierry. Alors, Thierry Vilmus, au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Je suis chef de projet, je coordonne toutes les actions du BRGM autour de Géorisque. Et Sébastien. Bonjour, Sébastien Gourdier, je suis géotechnicien à la direction risque et prévention du BRGM et plus particulièrement en charge de la thématique retrait-gonflement des argiles. Un rapide mot sur la Direction générale de la prévention des risques. Notre première mission, c'est d'assurer la protection des personnes et des biens. Donc, la maîtrise des risques technologiques, qu'ils soient nucléaires, industriels ou de pollution des sols, par exemple. Et puis des risques naturels, les cyclones, les volcans, les séismes, les inondations. Le premier risque, et on entend beaucoup parler sur le nord de la France en ce moment. Et puis le retrait-gonflement des argiles dont on va reparler derrière. Voilà. Et puis la deuxième mission, c'est vraiment de conduire des politiques qui touchent à la vie quotidienne des Français, la santé et l'environnement, voilà. Et puis l'économie circulaire, le recyclage, la gestion des déchets, la réduction des déchets. Alors, une présentation rapide du BRGM. Le BRGM, c'est 60 ans d'expérience, c'est le service géologique national et c'est l'établissement public de référence pour toutes les thématiques qui touchent le sol et le sous-sol. Quelques chiffres déjà pour commencer sur Géorisque. Donc Géorisque, c'est un site qui date de 2014, qui aujourd'hui compte presque 20 000 utilisateurs uniques par jour, qui édite 5 millions de rapports de risque par an. Et on a marqué 80 millions, mais on va dépasser les 100 millions cette année d'appels API. Donc c'est un site très utilisé pour l'ensemble de la gestion des risques et pour cette communauté autour des risques. À propos de communauté, justement, on adresse trois publics. Les particuliers, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Les experts, qui soient les agences immobilières, les notaires, mais aussi toute la partie urbanisme, géomètres, experts sol. Les analystes risques, statisticiens, journalistes, voilà. Et puis, on les adresse au travers de plusieurs services. On va en citer que 3 aujourd'hui. Les risques près de chez moi, que vous allez voir. Les RIAL, qui permet de donner gratuitement l'information acquéreur-locataire, qui est une obligation légale depuis cette année, dès la première visite, quand vous voulez louer ou vendre un bien. Et puis Data Risk, qui est notre open data autour des référentiels du risque. Donc vraiment qui permet d'obtenir toute la donnée dont vous avez besoin sur les risques, 100% apaisé. Géorisque, ça couvre une vingtaine de risques naturels ou technologiques. Je ne vais pas m'étendre dessus, voilà, on a des petits logos et on va les voir au fur et à mesure de la présentation. Et je te laisse la main. Merci. Alors justement, on va regarder ce qu'on peut trouver dans Géorisque. Donc quand on arrive sur la page d'accueil de Géorisque, on voit tout de suite le premier service dont parlait Nicolas, qui est le rapport de risque près de chez moi. Voilà, donc on va entrer une adresse. Si le Wi-Fi veut bien fonctionner, oui. Donc boulevard des Arènes à Nîmes, on voit les magnifiques arènes, donc on est au bon endroit. Alors, avant de se pencher sur le rapport de risque, on a des petites informations qui apparaissent sur la droite. Donc, l'accès au rapport aérial dont parlait Nicolas,
quand on doit vendre ou louer un bien. En cliquant, on arrive directement sur ce rapport. On a accès également au document d'information communale sur les risques majeurs de la commune, donc le DICRIM. Et puis un peu plus bas, on a accès à tous les états de catastrophes naturelles qui ont été reconnus sur la commune. Alors maintenant, on a un rapport de risque donc sur la gauche qui affiche de façon synthétique l'ensemble des risques à l'adresse avec leur intensité. Donc ici, on a les risques naturels et il y a également un deuxième onglet sur les risques technologiques. Ensuite, en cliquant sur chaque risque, on a accès à des informations détaillées. Alors, on va regarder les inondations. Alors, ici, à cette adresse, on est dans un PPR, donc un plan de prévention des risques, dans le périmètre d'un PPR, où il y a des servitudes. Donc, on va avoir des contraintes, des interdictions, des recommandations. On a également accès à une carte de remontée de nappe, zone à potentiel débordement de nappe. Et puis un peu plus haut, on avait un petit texte explicatif. Donc pour chaque risque, on explique quelle est la définition du risque et quel type de risque. Les inondations peuvent avoir plusieurs causes. Donc ici, c'est des inondations par crue torrentielle. Et un peu plus bas, vous avez des encarts qui vont présenter l'ensemble des procédures qui s'appliquent à cette adresse. Donc ici, on a l'ensemble des procédures possibles pour les inondations, PPR, territoire à risque d'inondation, atlas des zones inondables, etc. À chaque fois, un petit texte explicatif et puis des liens qui vont vous renvoyer ailleurs pour avoir plus d'informations. Et aussi, plus bas, donc, la liste de toutes les procédures CatNat qui concernent ce risque avec leur date de début. Et enfin, l'accès à des dossiers explicatifs. Donc ici, il y a des fiches risques en fait écrites en langage clair, compréhensible par tous, qui vont décrire le phénomène, donc de façon plus détaillée que ce qu'on avait dans le rapport de risque, avec des vidéos, et puis différents onglets qui permettent de savoir quoi faire avant la survenance d'un risque, pendant. Voilà, donc avant, dans l'onglet se préparer, avec des kits d'urgence, le plan familial de mise en sûreté, comment réduire la vulnérabilité de sa maison, voilà. Et puis dernier onglet, être accompagné. Voilà. Si l'événement survient, comment être indemnisé. Alors, on peut revenir au rapport de risque de tout à l'heure. Voilà, encore une fois. Et regarder ce qui se passe pour le retrait-gonflement des argiles dont on parlait dans la conférence précédente. Donc, ici, il y a une carte d'exposition valable sur toute la France, dont vous parlera tout à l'heure Sébastien. Donc à cette adresse-là, on est en niveau moyen, donc en niveau 2 sur 3. Donc à partir de ce niveau, il y a certaines obligations qui s'imposent lorsque l'on construit ou lorsque l'on fait des travaux. Alors on va essayer une autre adresse pour voir un risque dont on a beaucoup parlé cet été, le risque feu de forêt. Donc à cette adresse à Caveyrac, on est en risque important. On voit qu'on est dans deux zonages différents. Donc un zonage périmètre de plan de prévention des risques, pardon, et également un zonage des obligations légales de débroussaillement, où on peut avoir plus d'informations sur le site de l'ONF, qui va indiquer quelles sont les modalités de débroussaillement quand on est concerné par ce risque.
Voilà, et comme pour l'inondation, il y a également un dossier explicatif sur le feu de forêt. Dernière adresse qu'on voulait vous montrer pour voir les risques technologiques dans la vallée de la chimie. Donc à cette adresse, il y a différents risques technologiques, des industries, des sols pollués, possibilité de rupture de barrage et présence de canalisation de transport de matières dangereuses. On va juste regarder le risque d'accident industriel. Donc on est dans la zone rose, le plan de prévention des risques technologiques cette fois, avec également des informations détaillées sur ce plan de prévention et également plus bas sur les entreprises qui se trouvent à proximité. Donc les entreprises de type Céveso et les entreprises qui manient des mélanges dangereux ou explosifs. On peut cliquer sur les différentes industries et avoir une fiche détaillée qui va mentionner l'ensemble des rapports d'inspection, l'ensemble des documents publics que l'on peut télécharger et également toutes les catégories, pourquoi cette industrie est classée comme pouvant avoir un impact sur l'environnement. Tous ces documents sont téléchargeables, exportables au format Excel et téléchargeables au format PDF. Donc, avant que Nicolas vous détaille les informations disponibles pour les collectivités, on va jeter un œil rapide sur ce qu'on appelle les dossiers experts. Donc, il y a d'une part les dossiers thématiques qui vont reprendre pour chaque risque des informations plus détaillées que ce qu'on a vu tout à l'heure, qui vont décrire donc, des informations à usage d'experts ou de bureaux d'études, qui vont décrire de façon peut-être plus scientifique, qui vont décrire les risques, comment le territoire est exposé, comment on peut se prémunir contre ces risques, et surtout des accès à des téléchargements de données. Donc, ça nous fait venir à la partie données, où on peut récupérer l'ensemble des données de géorisque de trois manières, d'une façon cartographique, par téléchargement de bases de données et aussi de façon automatique via des API. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Nicolas qui va vous présenter la partie collectivité. Merci. Donc effectivement, comme a pu vous le montrer Thierry, on s'attache à faire découvrir aux particuliers les risques qui sont près de chez lui. Mais on s'attache aussi à le faire dans un langage qui est clair, qui est simple et qui est à la portée de tout le monde. Et enfin, on s'attache à leur donner des clés pour faire face à ces risques. Soit réduire sa vulnérabilité, soit se préparer et dans tous les cas, comment se protéger face à ces risques-là. Et donc ça, c'est une partie de notre rôle. L'autre partie de notre rôle, finalement, c'est d'aider les maires, et c'est pour ça qu'on est au Salon des maires, d'ailleurs, à parler des risques, justement. C'est pas quelque chose de facile. Quand on arrive, quand on est maire, on reçoit une casquette en disant « vous êtes expert de tout ». C'est pas si évident que ça. Alors, on a créé un premier onglet autour de s'informer sur la prévention des risques. Voilà. C'est quoi les chiffres clés, c'est quoi les acteurs qui sont dans cette prévention, c'est quoi mon écosystème, et puis sur quoi je peux compter, comment ça fonctionne le fonds Barnier, comment ça fonctionne ma première catastrophe naturelle, voilà, c'est pas forcément inné. Donc on vous a rassemblé à cet endroit-là pour que ce soit plus facile pour vous, un certain nombre d'informations. Dans l'autre onglet qui s'appelle Agir sur mon territoire, on est plutôt sur comment je vais aider à l'action. D'abord, j'ai des obligations, donc je vais vous rappeler les obligations du maire en termes d'information préventive, mais aussi quelles sont les offres de formation pour aider vos équipes, quels sont les labels, puisqu'il y a un label commune résiliente. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de la journée du 13 octobre, une journée très importante,
la journée nationale Tous résilients face aux risques, la journée de la prévention des risques majeurs. Voilà. Donc c'est le 13 octobre, on vient de passer la date, mais on est déjà en train de préparer 2024. C'était déjà une très belle opération cette année. C'est la 2e édition. Ça monte en puissance et c'est vraiment intéressant. Donc je vous conseille de vous renseigner sur cette partie-là. Et puis, eh ben, les maires, ils ont une obligation d'information préventive. Eh ben, on va les aider là-dedans. On va les aider d'abord en leur fournissant des kits de communication tout faits. Voilà, les fiches que vous avez pu voir dans GeoRisque, elles sont téléchargeables, elles sont possibles d'avoir. Mais aussi les campagnes de publicité, les campagnes de communication qu'on fait sur les feux de forêt, sur les pluies inondations, sur les cyclones pour la partie Antilles. Voilà. Tout ça, c'est disponible. On va vous aider à réaliser votre DICRIM si vous avez besoin de faire un DICRIM. Et vous savez que maintenant, le DICRIM doit être mis à jour tous les 5 ans. Donc, on va vous aider pour la remise à jour de ce DICRIM. Et toutes les données qui sont dans GeoRisque, c'est du pain béni pour aller plus vite pour faire ce DICRIM-là et le mettre à disposition de vos administrés. Et puis enfin, on a un bonus. Dans cette information préventive, si on prend une ville, n'importe laquelle, contrairement à la partie que vous avez vue avec Thierry, là, on n'est pas sur des risques à l'adresse, on est sur des risques de l'ensemble de la commune. Voilà. Donc là, on va avoir les mêmes informations, mais elles vont concerner l'ensemble du périmètre de la commune. Vous allez avoir plus de risques, hein, c'est évident. Voilà. Mais en haut, si on remonte, voilà, on a un outil là qui s'appelle Communiquer sur GeoRisque auprès de mes administrés. Et là, vous voyez 2 choses qui ne sont pas simples, hein, un QR code et puis un lien qui a l'air très compliqué. En utilisant les bandeaux que vous avez ici, vous allez pouvoir copier des bandeaux, soit les mettre sur votre site internet, soit les envoyer via les réseaux sociaux, soit les mettre dans votre bulletin municipal et adjoindre soit ce lien, soit le QR code. Et les personnes qui vont cliquer ou les personnes qui vont scanner le QR code vont se retrouver directement sur les risques de votre commune, pas sur l'ensemble du site GeoRisque, juste sur la partie de votre commune. Donc directement, elles ont l'information. Ce qui veut dire que même les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique vont pouvoir accéder à leurs risques par ce biais-là. Il faut aussi savoir que le site, il est 40% de nos consultations par des particuliers, c'est sur le téléphone. Donc le site, il est 100% compatible avec les téléphones. Et donc, il est tout à fait lisible, tout à fait clair, même sur le téléphone. Et donc, c'est un moyen de diffuser aussi cette information sur le risque, en diffusant pas que l'information sur le risque, mais en diffusant en même temps les conseils pour faire face à ces risques-là. Voilà. On parle des risques. Je vois que Sébastien s'impatiente. Non, pas encore. On parle des risques. Il y en a un qui monte beaucoup. On parle de plusieurs centaines dizaines, centaines de milliards d'euros bientôt. Je sais pas. Hein, c'est le risque retrait-gonflement des argiles. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom dessus ? On va faire un petit zoom. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Le retrait-gonflement des argiles, on appelle aussi ça sécheresse géotechnique ou tout simplement sécheresse. Alors, comment ça fonctionne ? De façon finalement assez simple. Les sols argileux, ils ont cette particularité de changer de volume en fonction de leur degré d'humidité. Donc ils gonflent quand ils sont humides et ils se rétractent quand ils sèchent. Et cette particularité-là fait qu'en période de sécheresse, on va avoir des tassements suffisamment importants pour provoquer la fissuration des maisons individuelles. Alors, c'est pas spectaculaire, mais c'est particulièrement coûteux. Alors, on distingue, pour le retrait-gonflement des argiles, on distingue 2 facteurs importants. Le premier qu'on appelle facteur de prédisposition, en fait, qui est lié à la nature des sols. Là où il y a des sols argileux ou là où il n'y en a pas. C'est la nature des sols qui va faire que le phénomène va pouvoir se produire. Mais le deuxième facteur, c'est le facteur climatique, le facteur de déclenchement. C'est-à-dire qu'en absence de sécheresse, on n'a pas de retrait-gonflement des argiles, on n'a pas de fissuration. Et puis on peut aussi ajouter un troisième facteur qui
est lié à la qualité même du bâtiment, à sa structure. Certains bâtiments vont être plus résistants que d'autres à la sécheresse. Donc, ce que je vous présente ici, c'est d'un côté la carte des reconnaissances catastrophes naturelles depuis 89. On distingue bien les zones qui sont particulièrement touchées sur le territoire, hein, le Grand Sud-Ouest, la région Centre et l'Île-de-France, la région PACA également. Et puis en parallèle, je vous ai mis la carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles, celle qui est actuellement consultable sur Géorisque, qui est également réglementaire, qui a été mis en place avec l'article 68 de la loi Elan. Et alors, ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est qu'on a une petite moitié du territoire, 48%, qui est exposé au retrait-gonflement à des niveaux moyens et forts. C'est sur ces niveaux-là que les obligations de la loi Elan s'appliquent. Et ces 48% du territoire, c'est également 93% des sinistres qui sont survenus depuis 89. Alors, on nous pose régulièrement la question, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est quoi l'impact du changement climatique sur ce phénomène-là? Comme c'est un phénomène avec un déclencheur climatique qui est la sécheresse, on voit le lien direct et on l'observe également. Sur cette première carte, j'ai mis donc les communes qui ont été reconnues catastrophes naturelles entre 89 et 2002. 89 qui est la date d'entrée du phénomène dans le régime catastrophe naturelle. Donc on avait un petit peu moins de 5000 communes à fin 2002 qui étaient reconnues catastrophes naturelles. Sur la deuxième carte, j'ai ajouté les 3300 communes qui ont été reconnues CatNat entre 2003 et 2015, des nouvelles communes, ce qui nous fait en tout un peu plus de 8000 communes. Et sur la troisième carte, la totalité des communes reconnues CatNat, en comptant les derniers arrêtés parus cette année pour 2022. Donc là, on dépasse 13 000 communes. C'est 5 000 nouvelles communes entre 2016 et 2022. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes-là? Si tu peux revenir sur la présentation. On distingue bien finalement la progression du phénomène sur le territoire, une densification du phénomène sur les zones qui étaient déjà touchées en 89, mais aussi un phénomène qui gagne les régions plus à l'est et plus au nord, la région Grand Est, la région Bourgogne. Voilà, on voit la progression du phénomène avec les années. Alors pour parler un petit peu chiffres, le coût cumulé du phénomène depuis 89, on l'estime actuellement, alors on est autour de 19 milliards d'euros, peut-être un petit peu plus parce que l'année 2022, on l'estime autour de 3 milliards, 2,9, les derniers chiffres c'est 2,9. Les derniers arrêtés nous font dire que ça sera peut-être même un petit peu plus. Bon, on est autour de 19 milliards d'euros. Ce que dit ce graphique, c'est le coût de la sécheresse pour chaque année. Alors, on voit bien ressortir l'année 2003, on voit bien ressortir l'année 2022. Et ce que dit ce graphique également, c'est qu'entre 89 et 2015, en moyenne, c'était 400 millions d'euros par an. Entre 2016 et 2022, on est à 1,2 milliard par an. Donc, on a multiplié le coût du RGA par 3 sur ces dernières années. Une autre façon de voir aussi l'importance de ce phénomène, c'est de le comparer aux autres phénomènes climatiques. Et sur les 20 catastrophes naturelles les plus coûteuses depuis 89, il y en a 12 qui sont des sécheresses. Parmi les inondations, je citerai par exemple Irma, Xynthia, etc. Et donc sur ces 20 phénomènes, 12 sont des sécheresses. Alors je fais un petit focus sur 2022. À aujourd'hui, c'est 8 arrêtés CatNat qui sont parus, le dernier le 1er novembre. On a près de 9000 demandes de reconnaissance CatNat qui ont été traitées déjà. Le taux de reconnaissance est de 73%. Bon, en gros, c'est 6400 communes qui ont été reconnues CatNat en 2022. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un peu plus de 1200 communes
qui ont été reconnus pour la première fois en 2022, qui n'avaient jamais été reconnus CatNat précédemment. Et on voit sur la carte ici que le phénomène il vient toucher des territoires qu'on pensait relativement épargnés jusque-là, hein, la Bretagne, la Normandie, des territoires de montagne dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et j'en ai terminé. S'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de présenter. Bonjour. Pour les collectivités, c'est gratuit vos trucs ou c'est payant? C'est ce truc que vous n'avez pas commencé à dire. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un site de l'État, c'est complètement gratuit, c'est ouvert à tous. Voilà. C'est de la donnée qui est publique, c'est de la donnée qui est gratuite, c'est de la donnée qui est reconnue, fiable par l'État. Je ne dis pas qu'elle est forcément 100% à jour et 100% complète, on fait en fonction de tout ce qu'on peut, mais c'est toute la donnée qu'on a et qu'on vous met, qu'on vous transforme, et effectivement 100% gratuit. Et si je peux ajouter, il y a un formulaire de contact aussi sur GeoRisque. Et s'il y a des questions que vous posez auxquelles vous ne trouvez pas la réponse sur le site, derrière, on vous met en relation avec les bonnes personnes pour y répondre. Une question qui va peut-être vous apparaître triviale parce que ça semble évident pour vous, me semble-t-il. Est-ce qu'on est sur une obligation de publicité du type DPE dans le cas d'une mutation? Est-ce que le vendeur a obligation de faire référence au risque encouru par rapport au logement? Alors là, vous dépassez mes compétences sur la partie immobilière parce que mutation, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Par contre, dès qu'on a une vente ou dès qu'on a une location d'un bien, c'est une obligation légale, dès la première visite, de fournir un état des risques conforme à l'information acquéreur-locataire. Oui, voilà. Et vous pouvez faire cet état des risques gratuitement, effectivement, sur le site GeoRisque. Ça s'appelle l'ERIAL. C'est fait pour ça. Comment est mis à jour les informations sur les risques? Est-ce qu'il y a des éléments de prospective qui sont pris en compte dans les analyses de risques? Alors, c'est une très très bonne question, effectivement. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que déjà, pour l'instant, on a plutôt des informations qui sont réglementaires dans GeoRisque. Hein. Donc, on n'a pas, par exemple, la sinistralité. On ne prend pas en compte la sinistralité qui est issue des assurances. On va prendre en compte plutôt les plans de prévention qui sont faits par les pouvoirs publics. Et c'est ça qui nous donne de l'information qu'on va considérer comme réglementaire. On étudie aujourd'hui le fait de pouvoir marier des choses. Et par exemple, dès décembre, on devrait avoir une carte complémentaire sur les inondations qui est liée à la sinistralité, qui est fournie par les assurances. Voilà. Qui sera une information complémentaire, mais qui ne sera pas réglementaire du coup. Voilà. Et on réfléchit pour les années à venir à justement tenter de donner des éléments de prospective. Mais ce n'est pas la priorité de GeoRisque qui est de dire, ben voilà, en l'état actuel, voilà ce qui est important de savoir. Pendant la présentation, je suis allée voir sur Internet GeoRisque pour ma commune. Et est-ce qu'à l'avenir, vous allez envisager de spécifier, parce que chez nous, c'est marqué inondation, mais c'est des inondations par ruissellement et pas par... c'est différent au niveau des... Tout à fait, tout à fait. Alors, normalement, alors déjà, la première chose, bravo, vous avez été voir, c'est simple, vous confirmez, c'est visible sur le téléphone, voilà, donc c'est quelque chose que chacun peut faire, et ça, c'est très bien. Normalement, on précise bien dans le type de risque que c'est des inondations par ruissellement. Si ce n'est pas précisé, ça veut dire qu'on n'a pas cette donnée. Voilà. Et je vois la régie qui me dit qu'on est plutôt à la fin. On est situé sur le stand qui est juste derrière, au village du ministère de l'écologie. Si vous voulez poursuivre le débat, tester votre commune, me faire vos remarques, n'hésitez pas, on est juste derrière. Ou Hall 3, au stand du BRGM.
Merci.